cette table ronde, elle a pour objet de rassembler différents organismes et différents représentants, y compris des usagers, voilà, qui ont vécu une visite d'évaluation et qui sont en train de vivre l'après. Voilà, on est toujours dans notre thématique de comment on entretient une dynamique, on maintient une dynamique qualité une fois que la visite est passée. L'idée étant qu'on n'ait pas cet effet soufflé sur un certain nombre de mois, voire d'années. Voilà. Donc là, ce sont des personnes qui ont vécu cette visite d'évaluation, chacune de leur place. Donc je redis, 2 animateurs que je remercie chaleureusement, Florence Cassereau et Mathieu Mauffron. Et j'en profite pour mentionner aussi que le GCSMS a toujours été un partenaire important pour le CECA, notamment dans l'organisation de ces journées-ci, et parce que ce GCSMS a concocté des outils qu'il accepte de partager. C'est-à-dire que lorsque nous animons des formations, régulièrement, il m'est demandé mais est-ce que nous avons des grilles pour nous entraîner à faire des accompagnés traceurs? La réponse est oui. Ces grilles existent et ont été concoctées et ont été partagées par le GCMS. Donc encore merci. Et merci à Florence, merci à Mathieu pour animer. Donc vous allez voir qu'on a des invités spéciaux. Bonjour. Voilà, je suis Florence Cassereau, administrateur du GCSMS Santé mentale et handicap de la Charente, et puis au sein du centre hospitalier Camille Claudel, puisque je suis chargée de la direction qualité, je viens de faire 5 évaluations médico-sociales, j'en sors. Donc c'est tout frais pour nous. Je vais passer la parole, on va se présenter. Margot, je vous laisse vous présenter. Bonjour, alors moi je m'appelle Margot Berneval, je travaille les ZAT de manière surtout depuis 2021. Et je viens ici aussi en tant que témoignage aussi pour aussi dire ce que je fais aussi dans ma mission en tant que dans les ZAT. Bonjour, Géraldine Aubin, je suis responsable qualité pour tous les établissements et services de l'ADAPI Charente. Et donc on va vous parler de notre petite trentaine d'évaluations qui se sont déroulées entre juin 2023 et cet automne 2025. Bonjour, Pierre-Antoine Bordas, je suis directeur adjoint du complexe Nord-Est Charente de l'ADAPI Charente. Donc 2 établissements, un foyer de vie et un foyer un FAM pour personnes en situation de handicap vieillissante, et également un foyer de vie, FHT et accueil de jour, où on a à la fois fait une évaluation en 2023, on était parmi les premiers, et récemment en 2025. Bonjour à tous, Mélissa Ménard, directrice de l'IME-les-Rochers, du CESA de TDI et TSA du Grand Angoulême et de l'établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés à Soyaux. Bonjour, je m'appelle Juan Moreira da Silva, je suis président du CVS à l'IME de Soyaux. Bonjour, Sofiane Claudy, je suis directeur d'un EHPAD spécialisé pour déficients visuels qui est couplé à un FAM et un foyer de vie, donc en Charente-Maritime, sur le pôle sensoriel, qui est géré par l'IRSA à Bordeaux. Et donc, moi, je suis venu pour vous parler de notre expérience d'évaluation externe, de notre évaluation externe qui s'est déroulée en octobre 2023. Martine, est-il nécessaire que je rajoute une couche? Bonjour messieurs, dames, je suis toujours Mathieu Mauffron. Au-delà de diriger un EHPAD en Charente public, relevant de la fonction publique hospitalière, je n'ai pas connu encore l'évaluation, donc c'est à double titre que j'ai le plaisir d'animer en partie cette table ronde, puisqu'en plus de faire découvrir ce qui nous attend, pour ceux qui n'ont pas eu la joie de le vivre, comme moi, à titre personnel, presque égoïste, j'espère en retirer beaucoup de choses. Je passe la parole à Alexandra Mathieu. Bonjour, Alexandra Mathieu, donc directrice de l'EHPAD André Compin à Saint-Michel, établissement public de 80 lits, et nous avons réalisé notre évaluation au mois de mai 2025. Donc on va partager les retours ensemble. Merci. Alors, première question, ça sera pour Géraldine. Donc, vous avez compris, Géraldine Aubin est responsable qualité à l'ADAPI, une trentaine d'évaluations, donc entre 2023 et 2025. C'est un énorme travail. Donc, je te laisse rappeler le contexte institutionnel dans un premier temps. Et puis, aussi, dans un second temps, la visite d'évaluation, qu'est-ce que ça a pu changer en lien avec les directeurs de l'ADAPI présents, les pratiques, les attitudes des professionnels ou autres.
Alors, donc nous, à l'ADAPI Charente, nous avons 3 pôles. Donc un pôle enfance, nous avons quelques représentants ici. Un pôle habitat et vie sociale, donc qui travaille exclusivement avec le secteur handicap adulte, avec des établissements médicalisés et des établissements non médicalisés, qui fait de l'accueil de jour avec ou sans hébergement. Et aussi un service d'aide à la vie sociale, donc à domicile. Et nous avons un pôle travail adapté avec 5 ESAT sur tout le département de la Charente et une entreprise adaptée qui, elle, n'était pas soumise aux évaluations. Donc on a eu tous nos établissements, donc oui, entre 25 et 30 finesses géographiques évaluées. Donc entre juin 2023, on faisait partie des tout premiers, et cet automne 2025. Voilà. Le dernier établissement, c'était un IME qui a été évalué au mois d'octobre. Et c'était un sacré travail. Riche, exigeant pour les personnes accompagnées, les professionnels et aussi les services support du siège. Voilà. Mais on en sort grandi, je pense. Donc, est-ce que vous voulez peut-être donner, vous, un aperçu global de votre évaluation ? On a vu, pour être sur 2 établissements, on a vu vraiment une différence. La méthodo était similaire entre 2023 et, je me suis trompé tout à l'heure, c'est en 2024, fin 2024, la deuxième évaluation. Mais pour autant, on retrouve les mêmes choses, un stress auprès des équipes, de l'équipe d'encadrement également. Mais je pense qu'il faut relativiser et faire comprendre aux équipes que c'est vraiment un travail de co-construction, de participation ensemble, avec l'aide essentielle du siège. Et je rejoins Géraldine, où on est vraiment sorti grandi, soudé, avec une attention plus particulière sur des éléments qui étaient du quotidien, avec une participation bien plus accrue des résidents sur différentes instances, notamment des CVS, et une participation également plus accentuée de la part des salariés sur l'autodétermination, le droit des résidents et la place de chacun. Je vais tenter de ne pas trop faire de répétition. J'ai vécu deux périodes d'évaluation à 4 mois près, donc du coup j'ai pu aborder les choses différemment. Le bilan global que je peux en tirer, c'est que c'est toujours perçu comme une contrainte au démarrage, voire même les équipes peuvent contester, dire voilà pourquoi on nous demande de faire ça, on est habitué à faire ce travail. Culturellement, c'est souvent compliqué et ça nécessite beaucoup d'anticipation, je trouve, d'acculturation pour que les équipes comprennent les enjeux et les besoins et pourquoi on arrive à ce cheminement-là. Sur le CESAD, on a anticipé avec plusieurs mois, voire années en amont. Il y a eu un gros travail participatif, peut-être un manque au niveau de la gouvernance. On s'était insuffisamment préparé parce qu'on a trop mis de focus sur l'équipe. Et c'est vrai que quand j'ai vécu ma deuxième évaluation, j'ai vraiment abordé les choses sur 2 pans. Cette pression des éléments preuves est lourde et très anxiogène pour tout le monde parce que voilà, dans le social, dans le médico-social, on a une culture de l'oral qui est inévitablement à corriger, à améliorer. Mais là, je trouve qu'on pouvait atteindre un extrême trop lourd et qui faisait un peu perdre du sens aux équipes. En revanche, le gros point positif, c'est qu'il y a vraiment une vision macro et descendant de cette démarche des droits et libertés des personnes que nous accompagnons. Et ça fait sens entre la réflexion associative, les directions, les chefs de service et les équipes. Et ça permet de faire corps. Et c'est sûr que c'est subi en amont et puis très vite on voit que les gens veulent prouver leur appartenance aussi à leur établissement, à leur service et ont envie de montrer le travail qui est fait au quotidien et ça crée quand même quelque chose, une dynamique en tout cas de travail qui je trouve est constructive.
l'enjeu, et c'est bien d'en parler aujourd'hui, c'est comment on fait vivre l'évaluation post-évaluation, parce que ça nous mobilise beaucoup, ça nous stresse beaucoup, et c'est vrai qu'une fois que c'est passé, on pourrait être tenté de dire bon, c'est fait, on se repose un peu. Et l'enjeu, et je crois que c'est le plus compliqué, c'est de faire vivre cette démarche d'évaluation continue, en ayant analysé. Il faut bien en vivre deux, et une troisième par substitution par une de mes collègues de l'EAP, pour comprendre la dynamique, la démarche, voilà. Autre observation, mais je ne vais pas trop détailler, mais par rapport à la V2, je trouve qu'il conviendrait de revoir ces critères qui ne peuvent pas s'appliquer de la même manière qu'on soit sur un établissement d'hébergement, un établissement d'accueil de jour ou des accompagnements séquentiels ou à l'acte. Les enjeux, les relations avec les familles, le profil des personnes que nous accompagnons ne sont pas les mêmes. Et on ne peut pas, à mon sens, continuer avec des critères similaires. Il faudrait les nuancer, au risque sinon de devoir rentrer dans un enjeu qui est trop extrême, il faut faire des plaintes et réclamations, il faut faire ça, et en perdre le sens initial qui était de tracer, de réfléchir. Et je trouve, notamment pour le CESAD, que ça crée cet effet-là qui n'est pas celui qu'on voulait, parce que plaintes et réclamations, notamment, mais on en parlera tout à l'heure, notamment dans notre plan d'action, à l'IME, j'en ai quasi 3 par semaine, au CESAD, j'en ai pas, et la culture est compliquée pour tout le monde. Et je trouve qu'il conviendrait de nuancer un petit peu tout ça. C'est très bien, vous commencez à avoir un aperçu des différences qui font la richesse des établissements de l'ADAPI Charente. Effectivement, pour compléter un petit peu ce qu'ont dit mes collègues, merci beaucoup, et après laisser la parole à nos témoins, personnes accompagnées, parce qu'elles sont quand même au cœur de tout ce qu'on essaye de faire en matière de qualité. Voilà. Ce qui a été riche, autant à titre personnel, enfin en tant que responsable qualité, mais aussi pour notre association, ça a été les débats qui ont pu être générés, partagés, alors qu'avant ils pouvaient peut-être être plus localisés par site. On a pu élargir les débats sur des problématiques comme les plaintes réclamations, mais d'autres aussi, à une logique plus de parcours de la personne, donc qui commence sans doute dans nos établissements de l'enfance et qui ensuite évolue vers nos établissements du secteur adulte, ou alors qui commence ailleurs qu'à l'ADAPI et qui arrive à l'ADAPI, et voir comment est-ce qu'on adapte ces demandes qui viennent d'en haut, localement, mais surtout pour qu'elles puissent faire sens pour nos professionnels et aussi et surtout pour les personnes qu'on accompagne qui sont les premières intéressées. Voilà. En effet, il nous semblait vraiment très intéressant d'avoir sur une table ronde des personnes accompagnées, dont certains ont vécu l'évaluation. Je vais donner la parole à Roanne, en tant que présidente du Conseil de vie sociale. Donc, vous avez vécu aussi l'évaluation. Donc, voilà, je vous laisse vous exprimer sur ce que vous avez vécu. Alors, pour le constat que je pourrais faire par rapport à l'évaluation du coup du CVS, le premier constat, déjà, c'est que c'est très riche, la HAS, pardon, excusez-moi. Ce que je pourrais dire, c'est qu'ils nous ont beaucoup expliqué, on a eu cette chance, nous, au CVS de l'IME des Rochers, du coup, d'avoir une bonne préparation. Du coup, c'est ce qui nous a permis, du coup, d'avoir cette richesse, en fait, du coup, au niveau des évaluations. Après, le seul constat que je pourrais faire négatif, selon moi, c'est la communication et le fait qu'il y a certains processus qui pourraient être plus simplifiés pour notamment ceux qui débutent en fait à la HAS. Du coup, c'est juste ça. Mais après, sinon, c'était une très bonne évaluation et franchement, je vous remercie. C'est tout pour moi. Pour précision, Roanne venait d'être élu 15 jours avant l'évaluation quand même. Il était membre du CVS mais pas président, donc ça lui a rajouté une responsabilité qui n'était pas des moindres et il a fait ça bien. Roanne, oui, vous avez été accompagné traceur aussi, oui. Vous avez pu témoigner de votre expérience personnelle à l'IME et vous avez participé peut-être à des réunions pour l'évaluation. Vous vous rappelez un petit peu ? La première réunion et la dernière réunion ? Ah oui, je crois qu'il y avait la réunion de présentation.
Alors oui, je m'en souviens à peu près. Bon, c'est qu'il y a eu tellement de trucs entre-temps. Oui, je me souviens du coup des explications que les évaluateurs nous avaient données. Du coup, on était au CVS, du coup. Et du coup, il y a eu l'évaluation du CVS en premier. Du coup, c'est là où il y a eu. Et ensuite, il y a eu l'entretien individuel sur des gens qui ont été choisis au hasard. Et du coup, je peux dire mon ressenti ou pas ? Oui. D'accord. Alors du coup, ce que je pourrais en dire, c'est que grâce à cette préparation, justement, j'ai pu en parler sans avoir trop de mal. Heureusement d'ailleurs. Du coup, la communication, quand je vais en revenir, la communication était parfois un peu compliquée par rapport à la vocabulistique, par rapport à la richesse des mots. Et après aussi, c'était très riche parce que du coup, on a pu aborder des sujets qu'on n'aborde pas forcément entre référents ou parfois les gens concernés directement dans l'IME. Et ça, du coup, ça a permis d'avoir un nouvel angle du coup sur l'école, tout ce qui pourrait être avec. Et du coup, ça, je trouve ça c'est réellement important. Et surtout, ce qui est le plus important aussi, c'est la communication. Donc en vrai, c'est bien. Alors Margot, vous êtes à côté de moi. Est-ce que vous êtes impliquée dans l'établissement sur l'amélioration, en fait, sur la qualité, sur l'amélioration des services? Parce que bon, c'est bien beau, l'évaluation, c'est un moment T, voilà, dans ce que vous vivez, dans une structure, mais la dynamique qualité, elle est bien au-delà. Et vous êtes vraiment impliquée dans l'amélioration? Alors en fait, oui, je suis beaucoup impliquée dedans parce qu'en tant que déléguée des personnes, je fais en sorte aussi que mes collègues, du bien-être de mes collègues, mais en même temps, en tant que déléguée des personnes et représentant de l'instance mixte, du coup, avec les personnes présentes, avec le directeur, les représentants, les élus du personnel, les représentants aussi du CVS, on discute ensemble s'il y a un incident ou quoi que ce soit, et on trouve des solutions, on essaie de trouver ce qui peut arranger pour éviter justement tout ce qui peut être au niveau de la sécurité, ou trouver des solutions pour justement qu'on ait moins de... on essaye de... C'est un peu compliqué. Pour les accidents, en fait, voilà, s'il y a un accident de travail, on essaie de trouver qu'est-ce qui était le problème, on cherche des solutions pour dire, voilà, qu'est-ce qui pourrait être changé, qu'est-ce qui pourrait justement... Moi, en tant que personnellement, j'ai eu un accident de travail aussi. J'ai eu quand même une opération et tout assez importante et tout. Et du coup, on a réussi à trouver des solutions pour trouver à ce que ça se reproduise plus, justement, ce genre d'accident. C'est pour ça. Et au fur et à mesure, du coup, on trouve des solutions, même au niveau aussi de la sous-traitance. Maintenant, toutes les personnes ont des sécurités et ne rentrent pas dans la sous-traitance sans sécurité pour éviter tous ces incidents. Les transpalettes ou quelque chose comme ça qui tombe sur les pieds, on essaie de trouver à chaque fois quelque chose. Donc c'est important. Alors, je sais que vous avez pris plein de notes. Donc, vous vous sentez vraiment impliqué en fait dans cette démarche d'amélioration. Comment vous vous sentez impliqué? Je sais que vous relisez par exemple les comptes rendus du CVS, vous faites plein de choses en fait sur cette dynamique. Alors le CVS, c'est vrai que je participe au CVS, mais en tant que des personnes, moi je ne peux pas voter, mais je donne mon jugement. Donc parfois, c'est vrai qu'il y a quelque chose, c'est dans le CVS, les personnes ont discuté tout aussi, mais quand il y a quelque chose, par exemple, que j'ai vu, on parle d'un sujet, et chez Batel, par exemple, parce qu'on pourrait, je demande est-ce que ce serait possible de faire ça, et on discutait tout. Mais surtout au niveau de l'instance mixte, parce que là, vraiment, ma parole ou là, ma voix est vraiment plus est vraiment portée. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'instance mixte, on parle beaucoup des travaux, par hasard, la circulation, le plan de circulation, on a beaucoup réfléchi à ça aussi. Mais au niveau de mon rôle, en tant que délégué des personnes, surtout pour le bien-être des personnes, pour qu'ils soient bien dans leur peau, pour pas qu'ils soient la boule au ventre. Et pour moi, c'est important aussi que leur parole soit prise en compte. Et c'est pour ça qu'en tant que délégué des personnes, quand on vient me voir en privé et tout, et que je reporte le coup dans l'instance mixte, c'est important, il y a plusieurs personnes qui en parlent. Là, j'en discute. Et pour les personnes, par contre, qui sont, disons, plus personnelles, plus confidentielles, là, j'en parle à la personne qui est vraiment, par exemple, le CTO directeur, ils ont besoin de quelque chose d'humanitaire, qui ne peuvent pas trop en parler aussi. L'empêteur des pas de réclamation. C'est vrai qu'un pas de réclamation, on dit c'est récurrent. Mais si c'était pas du tout, je sens s'il n'y avait pas de pas de réclamation, le problème ne se résoudrait pas.
Et le fait d'en parler, de ces plans de régulation, justement, c'est important. Quand on voit qu'il y a un problème, et ben, on résout en médiation, soit avec les moniteurs, ou s'il y a besoin du directeur, avec le directeur, en ma présence, s'ils veulent et tout. Mais le fait d'en parler, le fait d'en ces réclamations, et ben, n'empêche, et ben, depuis qu'il y a ces réclamations, et ben, il y a moins de soucis. Certes, il y a quand même un petit peu, mais ils sont réglés quand même dans le meilleur du possible. Merci, on voit que voilà, il y a une vraie dynamique qualité. Vous employez les mots qu'on attend tous sur les critères d'évaluation. Et Margot, en fait, c'est son quotidien, c'est de porter la parole de l'usager, la parole des autres personnes accompagnées qui ne peuvent pas s'exprimer comme vous. Et donc, voilà, il y a des plaintes de réclamations, des déclarations des événements indésirables, des actions d'amélioration qui sont menées. Et vous suivez bien si les actions concrètes sont menées, parce que vous les portez aussi, des fois, en tant que personne accompagnée avec les autres professionnels. Voilà. Vous avez des choses à rajouter ? Non ? C'est très bien. C'est vrai que je n'étais pas présente lors des évaluations qui arrivaient souvent lors de notre ESAT de 13 et 14 mai, j'étais en vacances. Mais par rapport au retour qui s'est dit avec mes collègues et tout, c'est vrai qu'au niveau du vocabulaire, c'était pas facile. Mais ils ont quand même, quand ils ne prenaient pas les mots et tout, ils ont reformulé, mais là, c'était mieux. Et c'est vrai qu'au niveau, on a eu le coup du plan bleu, j'avoue que c'était un peu compliqué. Tout le monde a été un peu surpris. Pourtant, on en a parlé il n'y a même pas avant, lors du CVS, on avait reparlé et tout. Et en fait, c'était pas revenu. Alors, pour les professionnels, c'est compliqué aussi. Enfin, je crois que la plupart, on est professionnels dans la salle. Voilà, ça reste compliqué, cette sémantique qui est employée. Rohan a quelque chose à rajouter. Alors, c'est plus un nouveau constat, du coup. Comment je pourrais vous expliquer? Toutes mes excuses si j'ai un peu de mal à m'exprimer. Ça serait pour parler par rapport aux personnes accompagnées. Moi, je trouve pour qu'il y ait plus de richesse dans les évaluations à ce niveau, faudrait adapter en fait pour les personnes accompagnées un système pour que ça soit plus simple et du coup qu'il y ait plus de personnes qui puissent faire ces évaluations. Je trouve que c'est réellement important. Vous voulez dire pour les aides à la communication, par exemple? Oui. Alors, nous, si je peux me permettre, en plus de compléter la remarque de Rohan qui est très pertinente, on avait, et puis pour faire écho aussi à quelques remarques de nos collègues qui ont pu être faites sur l'intervention précédente, on avait été plus exigeant que le cahier des charges de la HAS dans notre appel à candidature pour les cabinets. Et on avait aussi insisté notamment sur le fait que les évaluateurs, en fonction des types d'établissements ou services évalués, soient équipés pour recueillir la parole de personnes avec troubles divers de la communication. Donc, c'était pas parfait, mais on a eu quand même un cabinet qui a vraiment souhaité travailler avec nous là-dessus, qui a mis à disposition des intervenants formés, notamment même en langue des signes, pour pouvoir recueillir notamment la parole de personnes à la masse ou à l'EAP quand c'est beaucoup plus difficile avec des personnes qui ont des polyhandicaps, donc qui nécessitent des formations spécifiques pour pouvoir dialoguer en profondeur, voilà. Et donc ça a aussi été un point sur lequel on a été très exigeant dans notre cahier des charges et qui a fait qu'on a eu peut-être moins de candidatures de cabinets, mais finalement on est quand même très content d'avoir maintenu cette exigence. Et on a pu, dans certains établissements, surtout sur le secteur adulte, mettre en place aussi des restitutions de clôture en communication plus ou moins adaptées, donc avec pictogrammes, où on adaptait les modalités de restitution pour avoir un temps possible avec les personnes qui avaient activement participé à l'évaluation, ou même plus largement les personnes qui vivent dans l'établissement. Merci beaucoup, Rohan et Margot. Réunion de clôture. Et après, on passera après. La réunion de clôture, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez associé des personnes accompagnées, des partenaires? Rohan, est-ce que vous avez assisté à la réunion de clôture de l'évaluation? Je commence par vous et puis après. Alors oui, j'y ai insisté. Du coup, en fait, on a eu les notes et tout. Et... excusez-moi, c'est qu'il y a tellement de choses qui me viennent en tête là maintenant.
Du coup, ce que je pourrais en dire, c'est que du coup, ils nous ont bien expliqué du coup comment c'était, et du coup, ça va nous permettre de nous améliorer par la suite et d'être plus rapide, par exemple, notamment dans des petites exigences comme les explications ou notre ressenti. Et du coup, ça permet d'enrichir un peu mieux. Du coup, c'est bien qu'on ait pu assister à cette réunion de clôture, et franchement, c'est un bon point. Pour compléter, effectivement, nous avions fait le choix de faire participer certaines personnes accompagnées, en tout cas qui le souhaitaient. Finalement, nous n'avions plus que Rouen, parce que beaucoup d'enfants étaient quand même assez inquiets de cette présence. Pour le CESAD, on avait le luxe du coup de pouvoir avoir l'équipe au complet, et je trouve que c'est toujours mieux quand même quand tout le monde peut être là. Dans une institution qui continue de fonctionner malgré les évaluations, c'est plus compliqué, et du coup ça crée aussi un effet de mise à l'écart. Donc il faut aussi gérer ça, parce qu'au début personne ne veut y participer, puis après tout le monde veut y être. Donc on a aussi on voulait que tous les services de l'IME soient représentés, donc on a eu quand même beaucoup de participants, et au démarrage et pour la clôture. C'était important parce que les gens avaient besoin d'entendre. Nous, direction, nous essayons de tenir informés au fil de l'eau des ressentis que nous pouvions avoir, des retours que nous pouvions avoir, parce que ça génère quand même des inquiétudes. Et donc ensuite, pour la réunion de clôture, les professionnels étaient là, ont pu entendre, et puis après on leur fera un détail un peu plus approfondi quand nous aurons le rapport final des évaluations. Juste pour rebondir sur ce que ma collègue a dit, dans le secteur adulte, on a fait le même process. On trouvait important qu'il y ait un maximum de professionnels, à la fois la réunion d'ouverture, mais aussi de clôture. Là, on parle de clôture, mais je me permets un petit écart sur l'ouverture, car les professionnels vont prendre part justement à cette évaluation, vont être interviewés, ainsi que les résidents. Et c'est vraiment important pour que l'évaluation se passe bien, qu'ils aient un maximum d'informations de la part des évaluateurs. Concernant la partie clôture, pareil, on a jugé essentiel que cette clôture soit ouverte à tout le monde, à la fois aux professionnels et aux résidents, sans obligation de participation. On a vu qu'il y avait un maximum de professionnels. Pareil, ce que ma collègue disait, au départ, les professionnels étaient un peu réticents pour l'évaluation, et à la fin, tout le monde veut être présent parce qu'ils veulent savoir les résultats, ce qu'il en est dit, s'il y a des critères impératifs ou d'autres critères qui sont atteints ou d'autres qu'il va falloir travailler un plan d'action dessus. Et les résidents également. Ça permet une harmonisation de la parole, que tout le monde a le même niveau d'information pour après pouvoir travailler, aller de l'avant, et que cette évaluation-là ne s'arrête pas au jour de la clôture, mais continue dans une démarche d'amélioration continue de la qualité. Alors, là, vous avez deux témoignages de direction donc, qui ont été aussi sur plusieurs évaluations donc, dont les témoignages sont riches. Après, au niveau global de l'association, on a vraiment laissé cette décision, on l'a laissé prendre par l'équipe d'encadrement aussi au fil de l'eau de l'évaluation. Parce qu'il y a des évaluations qui se passent très très bien de A à Z. Il y a des évaluations qui commencent par bien se passer et la deuxième ou la troisième journée, ça se passe un peu moins bien. On a au point intermédiaire de journée des nouvelles qui peuvent être un peu étonnantes parfois à digérer, etc. Et donc, dans un souci de pouvoir justement préserver cette capacité de rebondir après l'évaluation, de conserver un momentum, donc une dynamique, pas que ça s'arrête, pas d'effet pchit. On a laissé aussi les équipes d'encadrement décider, parce qu'elles connaissent mieux leurs professionnels, leurs résidents, etc., s'il fallait ou non élargir, s'il fallait deux temps, un temps où on parlait que des axes d'amélioration et des points forts, et un deuxième temps où c'était que l'encadrement sur les critères impératifs, par exemple. Voilà. Donc ça a été très modulable, et ça, on a pu le travailler au fil de l'eau pour vraiment avoir cette perspective de l'après en tête et pouvoir annoncer les choses constructivement et pas comme un coup de massue ou quelque chose qui, après une mobilisation de tout le monde, soit vraiment une sanction qui tombe et qui décourage tout le monde. Donc vraiment, on a souhaité laisser cette flexibilité pour chaque évaluation sur les 2 ans et demi. On voudrait rajouter
Alors du coup, oui, j'aimerais rajouter quelque chose par rapport à ce que vous avez dit, par rapport aux événements qui pourraient arriver, qui pourraient freiner l'évaluation. Et j'étais en train de me poser cette question. Pourquoi pas créer un système d'événements indésirables? Comme ça permettrait du coup de gérer, par exemple, de faire une statistique globale. Et ensuite, selon ce qui est le plus élevé, de gérer cette situation. Et comme ça permettrait qu'il y ait moins de freins et que les erreurs soient minimes. Excellente idée. Je suis sûre que Madame Ménard en tiendra compte pour l'amélioration continue de la préparation des évaluations. Bravo, Juan. Rayon de clôture, ça veut dire qu'on a des résultats. Alors, c'est pas qu'un sentiment que j'ai, c'est du vécu aussi. Moins d'étoiles, plus de critères impératifs qui ne seront pas cotés 4. En tout cas, il y a un discours que j'ai pu entendre. Donc, du coup, des critères à travailler. Alors, il n'y a pas que les critères impératifs, bien entendu, mais on est tous un petit peu obsédés, dans un premier temps, par les critères impératifs. Donc, comment on rebondit en termes de communication auprès des équipes et qu'est-ce qu'on va en faire après au niveau de ces critères? Alors, avant de passer la main à mes collègues, parce que ce sont les premiers intéressés. Sur l'après. Alors, au niveau associatif, déjà, en tant que service qualité, j'ai souhaité qu'on communique sur la publication des résultats et l'impact que ça pouvait avoir en interne comme en externe. Donc, soit dans la relation avec les financeurs, soit dans la relation avec les familles, surtout, parce que quand on n'est pas forcément familier avec l'évaluation et qu'on voit afficher une note dans un établissement, il faut pouvoir lui donner du sens à cette note. Et aussi l'impact de la publication des résultats sur le climat dans l'établissement. Parce que les personnes, elles s'intéressent à la note qui a été reçue lors de l'évaluation, et quand la note est surprenante, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Donc, gérer les répercussions immédiates. Voilà. Donc, ça a été un des soucis qu'on a beaucoup discuté pour essayer de l'anticiper au mieux. Et ensuite, effectivement, il y a ce sujet du plan d'action. Alors, le plan d'action qui aujourd'hui nous demande de formaliser l'après, mais exclusivement sur les critères impératifs, pas sur des critères standards qui pourtant pèsent dans les notes globales du niveau de la qualité. Voilà. Donc, au niveau associatif, moi, ce que j'ai pu proposer aux établissements, c'est d'abord un formalisme, qu'on a revu récemment suite à des demandes de nos financeurs, de précision, parce qu'on a reçu un format du CK dont je n'avais pas connaissance, mais qui nous a été partagé, dont on a tenu compte. Voilà. Et j'ai aussi proposé un accompagnement à la carte, parce que ça appartient aussi aux équipes de digérer à leur rythme et de choisir comment est-ce qu'ils souhaitent aborder cette étape du plan d'action suite à l'évaluation. Donc, on a deux directions qui ont des expériences différentes. Peut-être qu'elles peuvent témoigner de l'après-évaluation. L'après-évaluation. Je pense que, bizarrement, elle se prépare en pré-évaluation, justement. C'est au travers du discours qu'on va tenir avec les équipes. C'est pas avoir un discours qui va être alarmiste, mais plutôt préventif. C'est-à-dire que on va leur expliquer qu'on va travailler ensemble dans la préparation de cette évaluation, qu'il y a des critères, mais que certains critères peuvent être non atteints et qu'il faudra un plan d'action par la suite. Déjà, en ayant ce discours-là, les équipes sont déjà préparées à l'éventualité de critères à travailler par la suite, sachant qu'on connaît nos établissements, on sait qu'il y a certaines choses qui pourront ne pas être atteintes dans les délais impartis. La partie du après-évaluation, c'est à la fois analyser avec l'équipe, je pense, les différents critères, leur laisser la parole également, car il peut y avoir des incompréhensions, ils peuvent être déçus, parce que, comme mes collègues disaient, il va y avoir des critères où on pensait atteindre 4, et en fait, on va se retrouver avec une note à 2 ou à 3, et ça peut être surprenant pour les équipes. Donc c'est vraiment leur laisser cette parole-là,
ensemble, et après en étant rassurant, déjà mettant en avant le travail qu'ils ont pu faire. Nous, on a fait le choix à la fin de cette évaluation, de partager un moment convivial ensemble avec un pot pour dire voilà, pour faire retomber le stress, laisser la parole à chacun et également commencer à aborder le futur travail sur les plans d'action, en leur expliquant que dans les semaines à venir, on va avoir un travail de participation, de co-construction ensemble, car c'est essentiel qu'ils soient des acteurs dans cette co-construction pour plusieurs choses, à la fois donner un sens aux actions qui vont être menées, mais également, je pense, pour réduire l'impact de la résistance au changement des équipes et vraiment qu'ils soient acteurs de cette évolution, car l'établissement ne se résume pas à l'encadrement, mais aussi aux salariés. Sans eux, l'établissement il ne peut pas fonctionner. Et également aux résidents, parce que c'est eux aussi qui sont au cœur des plans d'action. Donc je pense que c'est vraiment ici, et également mettre des objectifs qui soient atteignables, qui soient smart, où vaut mieux mettre plusieurs petits objectifs et pas décourager l'équipe et petit à petit aller jusqu'à l'action finale pour atteindre le critère, qu'en mettre vraiment un qui va être trop ambitieux peut-être et qui peut les décourager. Je vais laisser la parole. Moi, ça sera plus factuel. Nous, le retour des évaluations, on a d'abord eu celle du CESAD, où je venais de partir en partie sur l'IME Les Rochers, donc j'étais beaucoup moins présente. On a eu cet effet là d'implication excessive de tous, et puis ça tombe. Alors pour nous, il n'y a rien eu de très nouveau, on le savait. On savait depuis le début dans notre préparation, et ça avait été un choix assez assumé, en tout cas de ma part, et puis aussi des équipes, de ne pas faire pour faire. Et donc volontairement, nous n'avions pas voulu aller dans le risque de l'excès, notamment par rapport aux plaintes et réclamations, notamment par rapport aux événements désirables graves qui sont, si vous voulez, on a des procédures qui sont élaborées par l'association, qui ont été travaillées avec les équipes. Le sens y était, on sait pourquoi on doit faire un événement désirable, on sait quand on doit faire un EIG, on a la fiche HAS, tout est très bien compris par les équipes. De même pour tout ce qui est plainte et réclamation, on a formé les équipes, on a lu les procédures, on a tout fait ensemble. En revanche, en CESAD, c'est très compliqué à mettre en place. Les familles, on a beau leur dire « Oh, vous n'êtes pas contents, surtout, allez-y, on fait une plainte. » Mais voilà, ça crée quand même beaucoup de choses auprès des familles. Et donc, nous avions assumé le fait de dire « Eh bien, ça, nous ne le ferons pas et nous l'assumerons face aux évaluateurs. » Bon, ça, c'était avant qu'ils viennent quand même. Parce que face à eux, c'était moins drôle. Et honnêtement, j'ai pas passé que des heures heureuses parce que, voilà, quand on sait pas, on sait pas. Et pour avoir vécu des évaluations, quand on sait pas, ils insistent un peu plus lourdement que quand on sait. Donc le temps peut paraître long et quand on n'a pas d'éléments preuves et on bafouille un peu, on cherche et donc le vécu de cette évaluation n'a pas été des plus heureux, en tout cas pour moi. Pour l'équipe, plutôt bonne parce qu'elles étaient prêtes et puis on parlait de leur quotidien et c'est ça aussi, voilà, je trouve en tout cas que nous, le cabinet que nous avions, avait ce côté très pédagogue, avait ce côté très bienveillant qui a tout de suite rassuré tout le monde et c'est en ça où je trouvais que les équipes en ressortaient plus fortes. Donc quand nous avons eu le retour donc pour le CESAD, pas de scoop, on cochait pas les critères impératifs d'événements indésirables, sauf que quand on coche pas ça, on en coche plusieurs en fait, c'est pas que un. Voilà, il y en a 4. Pareil pour les plaintes et réclamations, pareil pour le plan de gestion de crise. Et là, entre le savoir et le vivre, quand même ça a mis un petit coup de massue à tout le monde, et surtout je crois pour les équipes par loyauté de se dire oh là là, c'est la direction, enfin voilà, je crois que ça crée aussi ça. Et c'est vrai qu'après, moi je suis partie aussi vaquer à l'IME, donc et il y a eu cet effet flop derrière, qui du coup questionne beaucoup. Donc là on repart, mais c'est compliqué de reprendre parce que on n'arrive pas. Donc là, ce qui a été décidé, en tout cas pour le CESAD, c'est de réfléchir à justement cette sémantique-là de plaintes et réclamations. Il faut qu'on y arrive, il faut qu'on en ait des plaintes. Donc on y travaille, la sémantique, et du coup, on essaie de revoir en fait plutôt les plaintes. Le prisme des familles, on n'y arrivera pas parce que les familles, elles attendent des places pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans pour les TSA. Et en fait, elles osent pas. Voilà. Et je crois qu'on n'est pas dans cette culture-là parce que ça a une connotation judiciaire.
ça a une connotation pénale et elles ne veulent pas en arriver là parce qu'elles ne sont pas contentes que l'accompagnement de la psychomotricienne soit à 14h au lieu de 16h en fait. On en est là quand même. Hein. Donc on essaie maintenant, nous, de recueillir plutôt la parole de nos enfants quand ils sont pas contents, que la psychomotricienne, ils auraient préféré Aurélie plutôt que Marion. Enfin voilà, on essaie et on rentre là-dedans. On essaie de s'acculturer à ça, mais je répète quand même que je trouve que c'est trop exigeant par rapport à un service ambulatoire. Voilà. Pour ce qui est de l'IME, c'est récent encore. Le rapport, on a juste eu le pré-rapport. Pareil, pas de scoop. Hein, on avait un critère sur le droit à l'image, notamment, qui n'était pas satisfaisant. Et puis la chance qu'on a eue à l'IME aussi, c'est que j'avais du coup 4 mois d'expérience et j'avais un peu compris ce qu'attendaient les évaluateurs. Donc l'abord a été différent. Le travail en amont aussi, et finalement c'est là où je trouve qu'il ne faut pas non plus rentrer dans un piège de trop répondre à la commande, parce qu'il ne faut pas en oublier le sens. Donc on n'a qu'un critère qui n'est pas satisfaisant, mais on en a beaucoup d'autres à approfondir, et c'est ça que je veux retenir, c'est-à-dire que la parole de l'usager, notamment les CVS, nous aimerions, aujourd'hui les CVS, on a tout coché comme il faut, sauf qu'à mon sens, nos membres du CVS ne sont pas assez acteurs au CVS, et donc nous aimerions que cette instance, ça soit la leur. Aujourd'hui, c'est plus nous qui l'animons, qui donnons des informations, et ça c'est un vrai enjeu, mais voyez, sur le papier, on a validé. Donc il faut prendre de la distance par rapport à ça, et puis se la culturer comme on souhaite pour la participation des usagers notamment. Alors, toutes mes excuses si ça peut paraître un peu redondant, c'était par rapport à comment je pourrais dire, à vos propos que vous avez eus par rapport aux documents qui pourraient être envoyés aux familles, enfin les informations qui pourraient être transmises en famille par rapport aux évaluations. Alors, j'aimerais revenir sur la communication de ces informations, parce que pour moi, je trouve que pour que les familles en fait aient un peu envie de le lire et pour que ça fasse moins paperasse, si je peux dire, faudrait le rendre un peu plus intuitif et un peu plus simplifié, parce que si on rajoute des événements qui forcément veulent dire la même chose, mais qu'en fait on peut simplifier en une phrase ou en quelques mots, ça permettrait justement que les familles se sentent plus rassurées et qu'elles perdent moins de temps forcément. Du coup, c'est pour ça qu'il faudrait, je pense, y penser. Vous faites partie du groupe Falc à l'IME, Juan. On demandera vos services pour la prochaine, pour traduire les documents. Transcrire, pardon. On ne traduit pas en Falc, on transcrit. Donc merci beaucoup pour cette proposition d'amélioration. Ce que je souhaiterais ajouter à ce qui a été dit, effectivement, il y a cette dimension de prévoir l'après de l'évaluation avant l'évaluation, comme disait M. Bordas, donc faire preuve de pédagogie, dire qu'on n'est pas sur un exercice de style, voilà, mais qu'on est sur un exercice qui va nous préparer à l'écriture du projet d'établissement, à l'écriture du projet de pôle. Éviter d'avoir un plan d'action qui vient s'ajouter à 10 plans d'action qui sont déjà en cours d'exécution et de pilotage, mais essayer de rationaliser les outils et les efforts qu'on demande aux équipes. Donc ça a aussi été une vraie volonté de pouvoir essayer d'éviter donc trop de paperasse, donc on apprend aussi avec l'expérience, hein, mais essayer de rationaliser aussi les outils de pilotage et de suivi d'avancement. Moi, j'aime pas ce mot suivi, mais de ces outils qui font vivre la préévaluation. Donc pour essayer de se dire, nous on a eu de la chance parce que nos évaluations, même si elles ont été ramassées et nombreuses sur 2 ans, elles sont aussi tombées bien alignées dans l'exercice de réécriture des projets de pôle, de réécriture des projets d'établissement, de travail sur les CPOM, etc. Et donc c'était aussi de se dire que on va pas faire 10 fois la même chose différemment pour 10 commandes différentes, mais se dire comment est-ce qu'on donne du sens au plan d'action par rapport au projet global de l'établissement. Donc quand on a un critère sur la maltraitance qui est à 3,5 et pas à 4 parce qu'on a mal formalisé
ce qu'on travaille au quotidien, c'est comment est-ce qu'on intègre les nouvelles exigences réglementaires sur le fait que la lutte contre la maltraitance, elle doit apparaître au projet d'établissement, et donc comment est-ce qu'on se saisit de l'exercice du plan d'action pour préparer en fait la rédaction de son projet d'établissement. Voilà. Donc ça a été un peu essayer de travailler dans cette logique. Donc on est toujours en apprentissage, hein. Comme disaient nos intervenantes de la HAS, c'est un dispositif qui a 2 ans. Donc c'est beaucoup et pas beaucoup. Donc la HAS apprend, nous on apprend. Et on essaye d'apprendre avec les personnes accompagnées et avec leur retour pour essayer qu'au final, ce qu'on fait, ça soit pas du papier ou du réglementaire, mais que ça ait vraiment un impact concret sur le quotidien, quoi. Pour clore, une dernière question. Est-ce que vous avez mis en place une commission qualité ou un comité de pilotage qui suit dans la durée, c'est-à-dire avant l'évaluation, pendant l'évaluation, mais après l'évaluation, pour être vraiment dans une démarche continue ? Alors, je vais commencer à répondre. Donc, avant les évaluations, on avait au niveau associatif déjà une démarche annualisée qui est s'ancrée dans des outils comme la cartographie du risque en matière de maltraitance, donc des recommandations de la FORAP, qui commencent à dater un petit peu, mais qui ont été rafraîchies avec les recommandations de bonne pratique de 2024. Donc on a cette démarche annualisée qui nous permet d'utiliser les événements indésirables remontés par les établissements pour réévaluer nos risques en matière de maltraitance institutionnelle ou autre, et après prioriser des commissions qualité pluriprofessionnelles qui parfois font aussi intervenir des parents ou des personnes accompagnées, voilà, et qui réfléchissent pour co-construire les outils dont on peut avoir besoin dans les établissements en lien avec la qualité et la lutte contre la maltraitance. Donc ça, au niveau associatif à l'ADAPI Charente, c'est le dispositif, on va dire, principal et commun auquel participent tous nos établissements et services. Et après, on a des différences possibles d'un établissement à l'autre en fonction du niveau de maturité des professionnels et des personnes accompagnées dans leur démarche qualité. Donc, je vais laisser peut-être mes collègues compléter, mais je pense que principalement, ici, on a des établissements représentés qui ont quasi tous un CVS, sauf hormis le CESAD, voilà. Donc, qui va être quand même un organe important de travail de la qualité. Et aussi, Margot qui en a parlé, donc c'est un peu plus spécifique, sans doute on a moins de personnes qui connaissent dans l'Assemblée, mais l'instance mixte, donc qui est un produit du plan de transformation des ESAT, voilà, pour aussi faire tendre les droits des travailleurs vers les droits de tous salariés. Voilà. Donc, vous voulez peut-être en parler un petit peu ? Alors voilà, c'est vrai, c'est tout nouveau, c'est depuis le plan de transformation de 2024. Donc maintenant, dans un ESAT, normalement, il y a un délégué des personnes. Donc cette personne est élue par ses collègues pendant 3 ans. Donc moi, j'ai été élue de 2024 jusqu'en 2026, donc 31 décembre 2026. Et donc dans ce rôle-là, en fait, cette personne, elle fait en sorte que dans ce mix, en fait, on parle avec le directeur, les élus du personnel, il y a le représentant aussi les titulaires du CVS. Il y a aussi, alors actuellement, on a aussi la personne de la médecine du travail qui vient aussi dans ces réunions. Et on discute de plusieurs sujets. Donc, bien sûr, il y a la sécurité, il y a bien les conditions, le bien-être au travail. Il y a bien sûr, par rapport aussi aux accidents et tout, s'il y a un accident, on réfléchit. Il y a plusieurs points. Et du coup, dans ces réunions-là, ça permet justement d'améliorer les conditions pendant les postes de travail et tout. Là, il y a une réunion, il n'y a pas eu très longtemps. On a eu quelques exemples aussi.
On a parlé de la présence des travaux, quand les travaux dans l'établissement, on a parlé des travaux, comment ça s'est passé, on a parlé du plan de mise en circulation. On a eu, il n'y a pas longtemps, on a fait un exercice d'incendie. Et grâce à cet exercice-là, on a réfléchi, par rapport à la fiche technique d'incendie, on a trouvé que c'était pas très clair cette fiche, on était daté depuis très longtemps. Et avec l'aide d'une personne qualité de l'ADAPI, du siège du coup, on a trouvé une façon de reformuler du coup cette fiche d'incendie. Elle est plus claire du coup elle est plus claire et maintenant c'est beaucoup plus clair et du coup on a reparlé du coup dans un sens mixte et on est d'accord qu'en effet maintenant on sait quoi faire. S'il y a quelqu'un, même si une personne accompagnée voit un feu ou une fumée, moi il peut appuyer au moins sur le bouton qui avant on ne savait pas si on avait droit ou pas. Et maintenant c'est plus clair et je pense que ça sera beaucoup mieux malgré tout. Au moins on pourra au moins mieux agir, on saura moins qui agit. Parce que moi, cette incendie, ça veut dire, il y a beaucoup de gens qui disent ça sent bizarre, ça fait utiliser des fumigènes et tout. On a quand même été jusqu'à là quand même. On devait même cacher une personne et tout. Et j'avoue que c'était assez marrant parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient c'est bizarre, mais ça sent pas quelque chose et tout. C'était assez marrant. Pendant un petit moment, 5 minutes et tout. Moi, je savais que c'était et tout. Il y avait 5 personnes qui étaient au courant. Et j'avoue que ça a mis comme un petit moment avant que ça appuie. Mais dans ces conditions-là, on voit qu'il y avait quand même quelque chose qui... Ça, on a beaucoup... Enfin, cette réunion, il y a beaucoup de réflexions. On a réfléchi et tout, en groupe et tout, avec ces personnes-là. On a fait... C'est vrai qu'il va falloir... On a réfléchi, on a discuté, voilà, comment c'est passé et tout. Mais grâce à ça, on a pu trouver une solution. Et maintenant, c'est beaucoup mieux. Merci Margot. Et dans d'autres, j'ai oublié de le dire, honte à moi, mais dans les établissements aussi en lien avec une instance qualité, c'est pas une instance à proprement parler, mais on a des groupes de travail maintenant qui se forment en plus de ce qui existait avant autour de comment vraiment utiliser les événements indésirables comme outil d'amélioration. Je pense notamment à notre maison d'accueil spécialisée qui a un temps ritualisé où ils reviennent en équipe sur certains événements indésirables marquants et où ils commencent à faire des analyses approfondies des causes un peu plus formalisées, où ils ont aussi sanctuarisé un temps pour les plaintes réclamations dans cette même logique. Donc, suite aux évaluations ou en préparation des évaluations, on a aussi eu ces temps forts qui ont commencé à être plus sanctuarisés pour pouvoir se produire plus régulièrement et alimenter la démarche d'amélioration continue. Oui, j'aimerais juste rajouter un propos. Donc, par rapport à la fluidité globale de tout ce qui est procédural, de tout, en fait, tout ce qui permet en fait que l'IME, tout ce qui existe en fait, ce qui nous permet en fait d'être là au jour d'aujourd'hui, j'aimerais dire quelques pointations, ce qui permettrait d'améliorer ça rapidement et surtout fluidement. Déjà, c'est la communication, la fluidité procédurale et aussi le bon entendement entre les personnes concernées. Oui, voilà. Merci Roanne, je crois que c'était le mot de la fin pour la partie ADAPI. Donc merci Roanne, Mélissa, Pierre-Antoine, Géraldine et Margot. Et on voit vraiment que là on est sur les personnes accompagnées font des propositions comme Roanne peut le faire. Et puis Margot qui est vraiment dans des actions très concrètes où on est vraiment sur une dynamique qualité. On a pu voir que voilà, on estime que quand même le dispositif d'évaluation pourrait être encore amélioré. Donc ça, la Haute Autorité de Santé, je crois, l'a entendu. Même si on pense aussi que l'évaluation, ça a permis de rentrer dans une acculturation qualité qu'on souhaite continuer, puisqu'on en voit quand même le bénéfice sur des actions concrètes. Merci. Je laisse la parole à Mathieu. Ah, t'as un micro. Merci Florence. Bon, on aurait pu faire comme dans les concerts de rap, on passe le mic, mais on a les moyens, on en a 2, et qui fonctionnent, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce genre d'événement. Quoi qu'il en soit, Sofiane, Alexandra, allons-y pour les prénoms, ça nous donnera un petit côté quotidien avec Yann Barthès. Vous avez vécu, chacun dans vos rôles respectifs, une évaluation, voire même plusieurs évaluations. Je crois, Sofiane, que du fait des divers postes que vous avez pu occuper, vous avez eu le plaisir de connaître ça dans différentes configurations. Je vous propose qu'on fasse un petit pas en arrière, un petit pas pour se retrouver dans la période pré-évaluation, pour que vous puissiez nous dire quels sont les points de passage qui vous paraissent importants pour bien préparer la visite de ces évaluateurs.
La galanterie m'amène à te tendre le micro, Alexandra. Alors oui, l'idée aujourd'hui, c'est quand même de partager l'expérience qu'on a pu vivre. Moi, j'ai vécu donc une évaluation propre pour mon établissement donc au mois de mai, et j'ai accompagné une collègue directrice aussi le mois suivant, au mois de juin, pour son évaluation. Donc petite expérience. Et effectivement, en termes, là, on va beaucoup parler de l'après, mais je pense qu'il y a quand même des éléments qui sont importants à entendre, à prévoir, à anticiper. Déjà, juste pour dire que je crois en la nécessité effectivement d'avoir des évaluations, d'avoir des enquêtes flash. Je crois en la nécessité de faire évoluer nos établissements. Je crois en ces dispositifs, voilà, s'ils sont porteurs de sens pour nous et qui nous aident effectivement à améliorer la qualité pour nos usagers. Quand on dit ça, je dis aussi que je crois en la philosophie que j'ai entendue tout à l'heure de la HAS, de ce que devraient être des évaluations sur le terrain. D'accord ? Après 2 évaluations réalisées, malheureusement, on constate vraiment un écart entre ce qui pourrait être attendu pour ce changement, cette amélioration, et ce qu'on a pu vivre et ce que j'ai entendu là juste avant, ce que j'ai pu entendre effectivement aussi dans le public parmi certaines questions tout à l'heure. Donc moi, juste pour revenir effectivement, c'est censé être une photographie à un instant T, notre niveau de maturité en qualité, voilà. Moi, je l'ai plutôt vécu comme une exigence de conformité, voilà. Donc du coup, entre l'écart qu'on pourra constater, et c'est pas forcément dû, et c'est pas une critique envers la HAS, hein, mais c'est bien les évaluateurs sur le terrain qui ont leur propre perception de l'évaluation. Donc moi, plusieurs précaux si vous allez vous lancer. La première, effectivement, on a dit vous avez le choix de regarder les CV. Regardez les CV. Moi, sur 2 expériences différentes, j'ai eu 2 directeurs d'EHPAD pour la mienne, et j'ai eu 2 professionnels qui venaient plutôt du soin, cadre de santé. Bon, sur les 2, le même cabinet évaluateur, hein, le même cabinet. Effectivement, on a senti quand même une approche beaucoup plus humaine avec les salariés, les professionnels sur le terrain et avec les usagers quand on est face à des cadres de santé, des gens qui sont à proximité et qui connaissent le métier des soignants. Voilà. Petite préco là-dessus. On l'a entendu aussi tout à l'heure sur la durée des évaluations. Effectivement, 2 jours d'évaluation, c'est trop court, surtout quand ça commence le lundi à 9h et que ça finit le mardi à 14h. Ça fait 2 petites journées. Il faut savoir que toutes les thématiques vont passer en moins de 2 jours si vous prenez un format à 2 jours. Ça veut dire que vous avez à peine 1h, 1h30 pour échanger, pour apporter les preuves auprès des évaluateurs. Donc faites aussi attention à la durée. Plus vous aurez effectivement des durées de plus de 2 jours, et plus vous aurez le temps en fait de travailler cette évaluation avec eux et vos équipes aussi. Petite préco aussi. Et enfin, une dernière sur un vécu, et pourtant j'ai entendu des choses tout à l'heure, donc je vais mettre quand même certaines réserves. Sur le chapitre 1 de la personne, on va vous demander effectivement de cibler, de donner 6 accompagnés traceurs. Et on va vous dire, faites en sorte que ce soit le plus hétérogène possible, avec des parcours de vie différents, avec des durées de séjour, des pathologies, voilà, des environnements qui sont différents aussi, familiaux. Très clairement, les réponses qui vont être apportées par les accompagnés vont donner une note voilà, sur certains critères. Moi, j'ai vu et j'ai pas eu la chance de connaître le critère RI. Donc, quand vous avez effectivement un critère sur est-ce que l'entourage est intégré à l'accompagnement du résident et que vous avez 1 sur 4 parce que la personne entendue n'a pas d'entourage, ça questionne. Voilà. De la même façon, quand vous proposez quelqu'un qui vient juste de rentrer sur la structure, qui est là depuis moins de 2 mois et qui, de fait, n'a pas de projet personnalisé parce que c'est dans la procédure, même façon, il n'y a pas de RI, c'est du 1 sur 4. Donc, soit vous assurez auprès des évaluateurs qu'il s'est bien intégré, effectivement, la philosophie qui est souhaitée par la HAS, soit à un moment donné, sur vos accompagnés traceurs, vous faites surtout bien attention à ce qu'ils sachent ce qu'est un contrat de séjour, qu'ils l'ont bien eu, qu'ils ont bien lu le règlement intérieur, voilà, tous ces éléments-là. Vraiment parce que ça pénalise la note sur le critère la personne en fonction des évaluateurs. Donc voilà, juste méfiance voilà, là-dessus sur la préparation.
Et en même temps, je vais le dire, parce qu'on va parler effectivement de l'après, mais je pense que c'est la bonne étape pour préparer l'après. Et au moment de votre évaluation et pendant l'évaluation, il va falloir vous projeter justement dans le plan d'action et la formalisation du plan d'action. Et je pense qu'il faut déjà avoir cette notion-là quand vous vivez l'évaluation pour l'anticiper. Mais je pense qu'après, ça va être le sujet d'après. Donc je laisse la parole. Je vous en prie, Sofiane. Moi, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, je suis arrivé dans l'établissement où je suis. L'évaluation était déjà réalisée. Donc, j'entendais les collègues et je me disais, ce qui est aussi important, c'est évaluation et contexte finalement. Parce que l'établissement où je suis arrivé il y a 1 an était en très grande souffrance. En tout cas, il y avait un malaise institutionnel. Et ce malaise institutionnel, effectivement, il est venu aussi complètement impacter l'évaluation. Les collègues parlaient d'enjeux. Et effectivement, les salariés n'ont pas été accompagnés sur cette notion d'évaluation du service. Et du coup, ça a été pris un petit peu comme un audit, où finalement on venait les écouter pour ce qu'ils vivaient, la souffrance dans laquelle ils étaient, etc. Et du coup, ça a été, au moment de résultat, de la restitution, ça a été extrêmement mal vécu par les professionnels, parce que du coup, si la cotation du chapitre 1 était très bonne, c'est-à-dire la perception des usagers était très bonne, puisqu'on arrivait autour de 4, sur le traceur ciblé et l'audit système, les résultats étaient en dessous de 3. Donc c'est venu vraiment, en tout cas, les professionnels tels qu'ils ont pu l'exprimer, c'est-à-dire ils se sont sentis à la fois jugés, impactés, et finalement, eux qui étaient déjà dans une souffrance, c'est venu un peu renforcer cette souffrance-là. J'ai 2 évaluations qui arrivent d'ici la fin de l'année 2026, et c'est vrai que j'insiste beaucoup sur le foyer de vie et le FAM, sur toute cette communication, ce que c'est qu'une évaluation, ce que sont les chapitres sur lesquels on va être évalué, etc., etc. Et c'est vrai que cette communication en amont, il faut vraiment la réaliser et pas attendre, j'ai envie de dire, 3 mois avant de le faire. Ce qui a peut-être été fait dans l'expérience, c'est que je pense aussi les professionnels ont pu dire qu'effectivement, ils n'avaient pas eu ce temps de communication, de préparation, et ils se sont retrouvés face à des évaluateurs qui, comme le disaient les collègues, avec un certain niveau d'exigence. Et donc, effectivement, à un moment donné, on évalue un critère, on en a apporté la preuve, etc. Donc, ça a été très, très compliqué. Très compliqué pour moi à récupérer aussi, après coup, du coup. Alors, j'étais pas là à la première partie, je m'en excuse parce que j'avais une actualité un peu chargée. Mais effectivement, le premier travail que l'on a fait, ça a été d'analyser le rapport, de regarder, de voir ce que chacun en comprenait, comment chacun pouvait le lire, etc. Voilà ce que je peux dire, parce que je suppose que vous avez vos questions. Et oui. Je vais pas aller trop vite. Et oui. Justement, vous tendez la main pour aborder la question suivante, à savoir comment est-ce que l'on présente aux équipes le rapport d'évaluation et comment est-ce qu'on fait pour s'appuyer sur ce système de cotation, ces écrits. D'ailleurs, est-ce que cette cotation est bien comprise par tout le monde ? Il y a des systèmes d'étoiles quand on est très bon, mais qui n'apparaissent pas dans le rapport qui va être publié. Ça fait un peu penser au Nutri-Score. Je crois d'ailleurs que les premiers qui l'avaient instauré, ça devait être les Intermarchés, il me semble. Enfin, c'est là où je me dis que la culture prend des formes assez curieuses certaines fois. Quoi qu'il en soit, c'est assez décrié dans ce secteur par les consommateurs. Est-ce que vous pensez que c'est la même chose ou est-ce que vous l'avez vécu comme cela dans vos équipes, à savoir qu'ils n'étaient pas d'accord avec déjà le système de cotation, les cotations qui ont été données. Et sur cette base-là, comment faites-vous pour communiquer sur le rapport, les cotations, et vous appuyer dessus aussi pour construire les groupes de travail et ainsi monter des plans d'action ? Je vous en prie, qui veut répondre en premier ? Alors déjà, nous, on a fait un choix aussi, c'est à l'issue effectivement de l'évaluation, donc toute l'équipe a participé à la restitution des évaluateurs, donc ça c'est important déjà, ça nous permet d'échanger ensemble, d'entendre les mêmes choses, donc il y a une première restitution à chaud pour l'ensemble de l'équipe. Après, il faut quand même savoir que le rapport, enfin on en a parlé tout à l'heure, mais il est peu exploitable. Donc vous recevez un rapport effectivement qui fait 122 pages en format PDF. Voilà, donc
peu exploitable pour le traiter tout de suite et pour faire un plan d'action efficace, en tout cas pour communiquer. Donc nous, la première étape, ça a été communiquer largement en équipe avec effectivement, on va dire, la synthèse déjà sur les critères impératifs et ensuite la synthèse générale d'appréciation du rapport. Mais en tout cas, il ne peut pas être exploité en tant que tel et de façon immédiate, hein, c'est sûr. Donc, on a fait une première information donc au CST et au CVS déjà pour voilà, faire une petite synthèse générale et leur expliquer que nous, on avait du travail à faire déjà pour remettre en forme les notations, les critères, et pour pouvoir après leur représenter quelque chose et pouvoir commencer à mettre en place ensemble et qu'on construise un plan d'action. Donc ça, c'est une première chose. Donc c'est effectivement un travail fastidieux. Déjà sur le format du rapport qui nous est remis, ça c'est une première chose. La deuxième chose, il faut quand même travailler sur des analyses d'écart, parce qu'on a déjà, nous, des plans d'action, on a déjà des copies de qualité, on a déjà un plan d'action qui reprend tous les objectifs du projet d'établissement, qui peut reprendre les objectifs des audits qui ont été réalisés. Donc déjà, la question, c'est de se dire, en fait, ce qui a été déjà relevé en tant que critère non atteint, est-ce que déjà ça fait partie de mes objectifs de mon projet d'établissement? Parce que si c'est le cas, des critères qui sont facilement... Voilà, donc analyse d'écart là-dessus, analyse d'écart sur est-ce qu'on a un rôle à jouer sur un des critères. Bon, je ne vais pas revenir sur mon critère de la personne 1 sur 4 la prochaine fois. Est-ce que je ne fais rentrer que des gens qui n'ont pas de pathologie, qui ont de l'entourage, bref. Il y a des critères qui ne sont pas effectivement, qui ne peuvent pas être traités en tant que tels, qui n'amènent pas en tout cas d'action de la part de l'établissement là-dessus. Voilà, analyse d'écart aussi sur l'interprétation. Et là, il y avait une question dans le public tout à l'heure qui disait ça serait peut-être bien que les évaluateurs ils listent en fait les éléments de preuve qu'ils pensent ne pas avoir vus. Effectivement, c'est la course aux éléments de preuve. Pour moi, un élément de preuve, c'était mon projet d'établissement, c'était mes projets personnalisés, c'était mon contrat de séjour à jour, c'était mon livret d'accueil complet, c'était l'information, la communication, les comptes rendus de CVS, les comptes rendus de copie qualité, mes comptes rendus de staff qu'on peut avoir, les comptes rendus de retour d'expérience. Enfin voilà, plein d'éléments. Pour moi, c'est des éléments de preuve, c'était clair. Ils étaient dans nos dossiers, bien classés, bien préparés. Mais en fait, quand on parle de course aux éléments de preuve, on a entendu quelqu'un aussi tout à l'heure dans le public, c'est il nous faut les mails de ceci, et comment vous avez communiqué, comment vous avez sensibilisé, comment... Et on nous pousse en fait à aller chercher toujours plus loin ces fameux éléments de preuve. Et à un moment donné, on regarde le rapport, on se dit, là j'ai eu telle note, par contre je comprends pas, et en fait, là je sais même plus quel élément de preuve j'ai pas réussi à fournir en fait. Donc quand je vous dis préparer en fait l'après pendant les vals, c'est qu'à un moment donné, notez ce que vous n'avez pas pu remettre, parce qu'à un moment donné, quand vous serez face à vos 136 critères, là moi je sais plus. Je sais plus ce que je dois mettre dans mon plan d'action. Voilà, bon. Sur certains critères, bien évidemment qu'il y a certains critères qui sont intéressants, qui nous poussent à réfléchir différemment, qui va permettre de construire avec le CVS effectivement peut-être d'autres modalités pour avancer, s'améliorer, heureusement. Voilà. Mais voilà, donc c'est un travail très fastidieux, le plan d'action. Donc je pense qu'il faut l'anticiper. Et je pense qu'il peut mettre des mois à vraiment prendre une vraie forme et une vraie validation auprès de l'ensemble des acteurs et de l'établissement en tout cas. Merci. Je vous passe la parole, Sofiane. Alors nous, on est parti sur une analyse beaucoup plus macro dans un premier temps. Donc on a réalisé d'abord une synthèse du rapport d'évaluation. On a ressorti les points forts. Et le point fort, c'est effectivement le chapitre 1. On s'est aussi dit que finalement, dans le chapitre 1, c'était les résidents. Et on s'est dit que finalement, les personnes accompagnées avaient une expertise sur laquelle il fallait qu'on s'appuie. Ensuite, on est venu regarder les critères impératifs. Donc on n'a validé aucun critère impératif. Donc c'est venu en tout cas nous dire qu'il y avait un risque. Donc on a travaillé sur le risque de maltraitance et on l'a travaillé de manière assez large, donc avec plusieurs actions phares. Une action déjà de régulation au niveau de l'équipe de direction, avec un psychologue du travail, parce qu'il y avait un énorme conflit dans l'équipe. Donc une action de régulation avec un tiers, une action sur les 40 salariés d'évaluation des risques psychosociaux,
Voilà. Une action de formation sur éthique et bientraitance avec le cabinet Pas de Côté, Isabelle Grotte, si vous connaissez. Donc une formation là partagée entre professionnels, personnes accompagnées et familles. Et puis on s'est saisi finalement de l'opportunité qu'on a eue avec le CK, avec une intervention CK, pour boucler sur la gestion des risques. Donc ça, vraiment, pour mettre en lumière le fait que dans notre établissement, il y avait potentiellement un risque de maltraitance. Donc voilà, on a travaillé là-dessus. Et ensuite, on a travaillé surtout sur la structuration et l'organisation pour finalement instaurer une démarche qualité. On a parlé de culture de ce côté-là, et effectivement une culture qualité, parce que ce que je me suis aperçu, c'est qu'on a des professionnels qui sont très engagés, très investis, des fois peut-être même un peu trop, mais à titre individuel. Donc finalement, chacun travaille avec sa perception, ses valeurs, sa valeur qualité, etc. Donc on a essayé de remettre le focus, nous, sur une structuration qualité. Donc on est parti avec le focus comité qualité comme instance centrale au sein de l'organisation du management qualité. Et puis on a développé en fait 6 comités. Un comité médicaments, un comité bientraitance et lutte contre la maltraitance, un comité cadre de vie, un comité hygiène et risques infectieux, un comité système d'information, et je crois que je les ai tous dit, un comité nutrition santé. Voilà. On a 3 comités qui sont des comités partagés entre personnes accompagnées, familles, professionnels, évidemment, bientraitance et lutte contre la maltraitance, nutrition santé, cadre de vie. Et les autres comités sont des comités pour les professionnels et avec les professionnels. Et notre comité médicaments est partagé parce que ça a été vraiment, en tout cas, je pense, qui a fait basculer notre cotation vers un C au final. C'est que notre système médicaments était vraiment pas conforme. Donc on est allé on a changé de système, etc. Et aujourd'hui, dans notre comité médicaments, on a mis autour de la table le pharmacien de la ville, les prescripteurs, l'infirmière, le médecin co de l'EHPAD. Et puis, effectivement, on a identifié 4 professionnels ambassadeurs du médicament. Donc ça nous amène à effectivement toute une vigilance, toute une culture autour du médicament. On a dans tout ça un espace éthique, voilà, qui est piloté par la psychologue et 2 animateurs professionnels. Donc on démarre aujourd'hui cet espace éthique. On souhaite aussi introduire des tiers. Et puis on a ce qu'on appelle une équipe projet. Et donc l'équipe projet, elle est un petit peu transversale à tous ces comités et elle réunit la direction, les coordinateurs de parcours et puis les paramédicaux et l'encadrement. Voilà. Et là, on travaille effectivement tout ce qui est CEPOM, projet d'établissement, projet de service, etc. Tout ce qui est lié au projet. Donc voilà, aujourd'hui, nous, on en est là. On est dans une structuration, dans une organisation et on est parti du macro pour aller vers le micro et pour aller effectivement dans la précision des critères. Chaque comité, nous, est animé par un cadre de référence. Donc voilà, tous les cadres participent à cette démarche. On s'est entendu là-dessus. Et ensuite, on a laissé la possibilité à chaque professionnel de s'inscrire dans au moins un comité pour que tout le monde puisse participer à la démarche et être dans cette dynamique de co-construction. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a une réunion mensuelle RBPP. Moi, quand je suis arrivé, en fait, on lisait les RBPP avec les professionnels. Moi, je ne trouvais pas ça très, très pertinent. Donc aujourd'hui, on a inversé les choses, c'est-à-dire on part de ce que savent les professionnels, de ce qu'ils font dans leur pratique, et on utilise les outils de l'intelligence collective pour ensuite voir si on est conforme à ce qui est attendu, si on se rapproche, en tout cas, des critères qui sont attendus dans le référentiel. Merci. Il nous semble constater que le directeur et ses équipes ont quand même beaucoup de travail à la suite de l'évaluation, quelle que soit l'issue de cette évaluation, qu'il y ait beaucoup de critères impératifs non satisfaits ou que ce soit d'autres critères qui nécessitent ces plans d'action. Mais quel est alors le rôle du directeur ou du gestionnaire de l'établissement pour pouvoir mettre en musique tout cela, faire en sorte que ce ne soit pas quelque chose de pénible, mais plutôt une vraie symphonie avec ses équipes. Il y a 2 extrêmes, ça peut être le chef d'orchestre
qui va être aux manettes à chaque instant dans cette symphonie, jusqu'à l'autre extrême où le directeur peut être juste le joueur de cymbales. Alors d'ailleurs, en matière d'éléments de preuve, je serais assez curieux de voir une partition de joueur de cymbales. Je ne sais pas si ça existe, mais si tel est le cas, là, un élément de preuve que j'aimerais bien voir. Au-delà de cette curiosité, qui m'est toute propre, je m'en rends compte, quelle est la place du directeur, justement, là-dedans ? Le joueur de cymbales qui va intervenir au bon moment pour relancer cette dynamique qualité, s'assurer que le groupe vit bien, que s'il y a une question sur l'interprétation d'une cotation ou d'une remarque rédigée, eh bien, il apportera un éclairage. Ou est-il comme le chef d'orchestre omniprésent lors de cette symphonie qu'est la qualité et cette dynamique dans cette symphonie qui fait évoluer tout cela pour la rendre la plus agréable et la plus performante possible. Je vous en prie, chers collègues. Alexandre. C'est de la gourmandise. Je vous en prie. Je vous en prie. Le doigt a été levé en premier. Priorité à vous. Non, c'était juste pour ajouter un commentaire. Moi, je parierais sur le genre de cymbales perso. Merci. C'est très intéressant. On a une fâcheuse tendance à se croire chef en tout, y compris dans les orchestres. Merci. Moi, je veux bien, parce qu'en dehors de la question, je pense qu'on peut se poser la question générale sur nos métiers de directeur d'EHPAD. On s'est toujours vu en chef d'orchestre. Effectivement, ce joueur de cymbales qui donne le rythme, qui fait briller un orchestre, qu'on ne voit pas forcément, et on laisse la main aux autres. Je pense que dans notre métier en général, et en plus particulier sur les évaluations, effectivement, on est peut-être plus joueur de cymbales. Donc, c'est chouette qu'on se retrouve tous là-dessus. Voilà. En tout cas, pour dire qu'effectivement, là, il faut remobiliser les équipes là-dessus. Donc, effectivement, notre rôle, ça va être effectivement peut-être de redonner du sens pour ceux qui en ont perdu, parce qu'effectivement, avoir un retour d'éval, ensuite on a bien vu, les notations, les Nutri-Score, c'est quelque chose qui démotive, qui démobilise les équipes là-dessus. Je crois qu'on perd le sens en fait de la démarche. Parce qu'on subit une note, voilà, des fois qu'on ne comprend pas en plus forcément. Donc vraiment, il y a un effet effectivement qui est pesant sur l'équipe, sur les épaules du directeur aussi, parce que l'on se dit, tant qu'il y a de l'incompréhension, qu'on n'est pas en capacité d'expliquer le sens et de porter ça auprès des équipes nous-mêmes, c'est compliqué de le faire. Donc voilà, déjà, il faut qu'on se remobilise, donc direction, équipe, effectivement... encadrante, faut qu'on se remobilise, des fois qu'on laisse passer un petit peu de temps aussi, le temps de digérer, de prendre un petit peu de recul sur la démarche. Mais par contre, à un moment donné, oui, il faut relancer l'action. Et moi, je rejoins mon collègue. Il faut positiver sur tous les critères positifs. Il y en a quand même 136 de critères. Heureusement qu'on en coche beaucoup. Peut-être que notre regard se porte malheureusement que sur ceux qui ne sont pas atteints, parce qu'on a cet objectif du plan d'action, donc il faut remobiliser nos équipes sur, mais effectivement, regardez, c'est super, là on a quand même atteint tel niveau, et puis vous méritez, vous faites un beau travail. Donc voilà, redonner une dynamique effectivement en valorisant ce qui a été fait, et puis se dire, voilà, là maintenant ce qui n'est pas atteint, pourquoi c'est pas atteint ? Comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'on le sait déjà ? Est-ce que ça s'inscrit dans notre projet d'établissement ? Et auquel cas, voilà, on le poursuit, c'est une démarche qui était connue qu'on va poursuivre. Et puis s'il y a d'autres actions à mettre en place, on les conduit tous ensemble. Et ensuite, bien évidemment, on donne la main aux équipes pour qu'elles conduisent aussi leur changement et l'amélioration de la qualité. Merci. Je vous cède le micro, Sofiane. Oui, je voulais rajouter aussi ce qui a été dit par nos collègues, c'est l'acculturation, l'appropriation aussi, c'est important parce que finalement, moi je me rends compte que quand je vais vérifier les représentations, les évidences, ça ne me parle pas de la même manière. Donc c'est important qu'on arrive à quelque chose de partagé. Et puis la simplification aussi, parce que on parle de 136 critères. On s'adresse quand même à des gens qui sont dans un cœur de métier. Moi, les professionnels, ils sont 8 heures au quotidien auprès des résidents. Et que c'est vrai que quand j'arrive avec un PowerPoint en réunion et que je leur parle des 136 critères de l'évaluation externe, tout de suite, je les vois se glisser sous la chaise. Donc il y a une simplification. Et en fait, moi, je me suis aperçu depuis quelques mois, quand on simplifie les choses, en fait, on les réduit pas.
Et on voit que les professionnels vont eux-mêmes développer, finalement, vont dire « Ah oui, mais c'est pas que ça, il y a ça aussi, il y a ça, et ils vont faire les liens eux-mêmes. » Et là, c'est intéressant, parce que justement, quand on parle d'éléments de preuve, ils vont justement se rappeler qu'à tel moment, ils avaient écrit quelque chose pour telle chose, qu'ils avaient travaillé en réunion sur, et qu'il y a ce compte-rendu-là, etc. Donc c'est vraiment, enfin, je pense que si on part de quelque chose de simple et qu'on développe ensuite, c'est pas la même chose que quand on part des 136 critères et du manuel avec ses 329 pages. Parce qu'il faut se l'avaler. Janou, quand on le sort à la photocopieuse, on se dit waouh, il y a un peu de travail. Donc on imagine une aide-soignant, un éducateur, un psychomotricien. Bon voilà. Donc et puis c'est quelque chose aussi de nouveau dans les pratiques des professionnels du médico-social. Souvent des thématiques qui sont pas abordées dans les écoles de formation. Donc nous on le voit sur les jeunes professionnels qui arrivent. On a recruté 2 éducateurs spécialisés, démarche qualité. Ils connaissent pas. Donc il y a vraiment tout un travail d'acculturation, d'appropriation, de pédagogie, j'entendais, voilà, qui me semble important. En tout cas, moi, je passe beaucoup de temps à ça. Voilà. C'est vrai que j'essaye de simplifier beaucoup avec des PowerPoint, avec des pictogrammes, voilà, pour essayer de, en tout cas, symboliser, mentaliser et faire en sorte que les professionnels arrivent à se repérer là-dedans. Merci. En conclusion, peut-être peut-on dire que si la thématique de cette table ronde était maintenir la qualité au-delà de la visite d'évaluation, la question peut se formuler à la lumière de ces expériences qui sont plus ou moins douloureuse, pas que, mais c'est vrai que 75% des établissements qui ne satisfont pas à la totalité des critères impératifs, ça questionne. C'est un peu comme un enseignant face à une classe où la moyenne est de 6, sauf quand on est en prépa, mais c'est pas forcément tous les élèves qui sont mauvais, c'est peut-être l'enseignant qui enseigne mal ou le référentiel d'enseignement qui devrait être adapté. Donc je pense qu'on peut comprendre qu'on appelle tous de nos voeux une évolution, et c'est ça aussi une dynamicalité, y compris dans l'évolution des référentiels et des pratiques, et surtout cette maxime de la Rochoucauld, un Charentais, qui est « ils y sont arrivés parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible », elle donne bien sûr du baume au cœur, mais il ne faut pas que l'on se dise que c'est impossible. 25% de nos établissements y arrivent, 75% qui ont un ou plusieurs critères impératifs non satisfaits, ça ne doit pas témoigner de lacunes, peut-être d'une adaptation de cette mécanique, mais au contraire nous permettre de voir le chemin vertueux que l'on va emprunter, notamment grâce à vous, avec le CK, et puis surtout avec nos équipes, et puis les personnes qui vivent dans nos établissements. Merci beaucoup, messieurs, dames. Oui, alors pour finir, c'est vrai qu'au niveau du groupement santé mentale et handicap de la Charente, on est 43 institutions. On a pu créer les outils et méthodes, et je remercie Géraldine et Anne-Sophie qui est dans l'assistance, un guide juridique, etc., différents outils qui aident quand même, parce qu'il y a des institutions qui n'ont pas de responsable qualité, donc on est, voilà, c'est très différent d'une structure quand même médico-sociale à une autre. Et on a aussi constitué, par exemple, vous parliez tout à l'heure, Sofiane, de l'éthique, un comité d'éthique inter-institution, puisqu'il y a des grosses structures médico-sociales qui arrivent à mettre en place une structure éthique, et puis une petite structure, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est vrai que travailler en partenariat me semble très intéressant pour apprendre les uns les autres aussi. Un tout grand merci particulièrement aux 2 animateurs, vraiment, très sincèrement, et à l'ensemble des participants. Je pense que c'était très riche, et on est reparti effectivement de l'avant, mais pour mieux parler de l'après, je pense que c'était, voilà, une belle mise en perspective. Il est l'heure d'aller manger, donc avant de vous souhaiter un bon appétit, 2 petites informations. La première, c'est que vous avez peut-être remarqué que l'ADSNA est présente à l'accueil. Donc c'est une association qui peut vous aider dans votre transition écologique. Donc ils sont là à votre disposition pour échanger. Et l'autre information, c'est que le CK continue de proposer des formations qui peuvent vous aider, vous ou vos professionnels, dans votre démarche qualité. Donc il reste quelques places d'ici la fin de l'année sur les EI, les risques, et la démarche qualité en ESMS. Voilà. Je vous souhaite un bon appétit et on se retrouve à 13h30, s'il vous plaît.